Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à Lens. On a fermé des mines et on ouvre un musée. Un constat qui en dit peut-être beaucoup sur l'état de l'industrie française. L'incroyable imbroglio autour de l'usine ArcelorMittal de Florange et celui à venir chez Petroplus ne sont pas là non plus pour rassurer. Restent nos voitures tricolores qui, elles aussi, connaissent une crise sans précédent depuis 15 ans. Nous avons donc intitulé cette émission « Après Florange, Petroplus » et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Jean-Claude Maillet, secrétaire général de Force ouvrière. Rappelons que le représentant syndical FO à Florange estime que ce qui est proposé actuellement est du vent et que l'accord final représente tout ce contre quoi il s'est battu. Nicolas Bouzou est lui économiste, directeur fondateur d'Asteres. Vous enseignez à Paris 2 et puis je rappelle votre livre Le capitalisme idéal paru chez Erol. François Roudier est lui directeur de la communication du comité des constructeurs français d'automobiles. Le CCFA a pour vocation l'étude et la défense des intérêts économiques et industriels de l'ensemble des constructeurs français. Enfin, Emmanuel Le Chypre est lui aussi économiste, éditorialiste à BFM TV et directeur de l'Observatoire de BFM Business. Votre livre, 150 idées reçues sur l'économie, est publié aux éditions de l'Express. J'ai une question qui est peut-être pas facile, Jean-Claude Mailly, c'est si je vous demande de me résumer en quelques mots ce qu'on vient de vivre à Florange, vous me dites quoi? Il y a un problème de méthode. Le problème de méthode, c'est que, comme je dis, un gouvernement, théoriquement, ça devrait être un orchestre avec tout le monde qui joue la même partition. Or là, c'est parti dans tous les sens. Comme je dis, tout le monde n'est pas spécialiste du free jazz. Il faut comprendre. Bon. Donc, en même temps, un ministre le ministre du redressement productif, qui annonce possibilité d'une nationalisation temporaire, ce que soutiennent les syndicats, en tous les cas mon syndicat nous avons soutenu, démenti 2 jours après, donc les gens s'y retrouvent plus. Premièrement, sur le plan de la méthode, les gens ne s'y retrouvent plus. Qui croire? Bon, après, il y a une décision qui est prise par un Premier ministre et qui n'apporte pas de garantie. Il a fallu attendre un moment pour avoir le texte. Et le texte, ce qu'on considère, c'est qu'il n'apporte pas de garantie sur l'ensemble du site. Donc, c'est déception, etc. Donc, et puis après, sur le fond, ça rejoint aussi un peu la méthode. C'est de la déception, c'est de la colère, parce que on n'a pas l'avenir du site. Et tu te dis, ça y est, les hauts fourneaux vont fermer. Et aujourd'hui, il y a un recul, y compris, en tous les cas, un recul apparent de Mittal qui dit, non, mais moi, je retire mon projet sur Ulcos au niveau européen. On va continuer à réfléchir, à travailler. Peut-être qu'on fera plus tard. Voilà. Donc, c'est un ratage. C'est un ratage sur le plan comme politique au sens noble, et c'est un ratage sur un industriel. Jean-Claude Mailly, vous êtes le premier d'ailleurs à nous le faire remarquer. C'est tout à fait normal. Mais j'ai envie de vous dire qu'on est quand même dans le symbole. On est en train de parler d'emplois qui ont été garantis comme d'une façon ou d'une autre, comme préservés à l'arrivée pour les travailleurs de ce site industriel. Et on vous reçoit régulièrement pour commenter les chiffres du chômage qui, une fois de plus, sont absolument catastrophiques. Et les 600 et quelques emplois du site industriel dont on a parlé pendant une semaine, ils sont à peine la moitié des emplois détruits tous les jours dans notre pays. J'allais vous dire, c'est sur les 1500 emplois qui disparaissent qu'on devrait focaliser l'attention de l'ensemble des acteurs économiques, politiques et syndicaux. Yves Calvi, on parle d'un dossier là qui est celui de Florange. C'est pas simplement une question d'emploi. Il y a une bonne partie des salariés d'ailleurs qui vont partir en retraite ou en pré-retraite. C'est pas simplement, il y aura des plans de départ volontaires, théoriquement pas de plan social, on verra. Mais c'est pas uniquement une question d'emploi, c'est une question aussi d'avenir de site industriel. Depuis le début, on dit il faut maintenir l'intégralité du site sur les 2 filières. C'est une question d'avenir du site. Et si je vous dis, et vous connaissez bien ça puisque vous êtes originaire de Lens, c'est une bascule comme on a eu la fin du charbon. Et le problème, c'est qu'on n'est pas capable de l'accompagner, puis peut-être pas capable de dire la vérité. Non, non, je suis désolé. Je suppose que si le ministre du redressement productif il présente un dossier, il n'a pas réfléchi ça la nuit, puis le matin je présente un dossier. Je suppose par exemple que l'Agence des participations de l'État avait un dossier qui était ficelé, que c'était possible. D'ailleurs, le Premier ministre n'a pas dit que c'était impossible. Bon, donc il y a un choix qui a été fait. Je considère que c'est un mauvais choix. Le Premier ministre, il est venu en gestionnaire, j'allais vous dire, en père de famille, nous dire 1 milliard à poser là-dedans, ça n'avait pas de sens. Il le dit pas aussi brutalement, mais voilà. Donc on a regardé l'état de la France aujourd'hui, on dit on ne peut pas mettre 1 milliard dans une nationalisation dont on ne connaît même pas les avancées à l'arrivée. Comment voulez-vous que les salariés comprennent qu'on décide par exemple d'une aide fiscale globale, crédit d'impôt, on l'appelle comme on veut, de 20 milliards, et puis que là, 1 milliard, on ne peut pas les trouver quand il y a... C'est pas une question de nationalisation. On a l'impression qu'on dit un gros mot quand on dit nationalisation. Vous savez, au début de la crise, quand on a nationalisé les banques, au Royaume-Uni, personne ne s'est offusqué. Bon, c'était de la nationalisation d'une manière ou d'une autre. Non, je considère que... je vais reprendre une citation de Léon Blum.
quand il disait « nous serons les gestionnaires loyaux et honnêtes des affaires du capitalisme ». On a un peu le sentiment que c'est ça aujourd'hui, y compris sur un dossier révélateur comme celui de Florange. C'est aussi ça, c'est pas le symbole, c'est révélateur. Et on peut poser 1 milliard sur la table pour voir. Voilà. Au poker, moi, je suis pas joueur de poker, mais ça c'est bon. Alors, mais c'est 1 milliard pour voir quand même. Oui, on dit 1 milliard, mais attends, moi j'ai pas la preuve qu'on dise 1 milliard. Moi j'aimerais bien par exemple qu'on nous dise le dossier qui était préparé sur l'installation temporaire avec les repreneurs potentiels, les investissements, qu'on le mette aussi sur la table. Parce qu'on nous dit que c'était pas crédible, mais qu'on nous apporte la preuve que c'était pas crédible. Moi j'en suis pas convaincu. En tous les cas, dans un gouvernement, il y a eu 2 discours différents. Il suffit de voir la tête des intéressés pour voir qu'ils sont pas d'accord entre eux. Non, ils sont pas d'accord entre eux, mais on peut imaginer que le premier des ministres, tant qu'il l'est, sa parole est quand même plus forte et plus importante que celle de son ministre. Il est Premier ministre, d'accord, il est Premier ministre, mais ça, à la fois c'est sur Florange, ça ne rassure pas à Bassindre, ça ne rassure pas sur toute une série de choses. Est-ce que l'on veut encore en France une industrie sidérurgique? Alors c'est écrit accord entre l'État français et ArcelorMittal. Voilà l'accord. Ça ne vaut pas plus que 2 feuilles de papier. Voilà, rien que ça, on se rend compte qu'on se fout de nous, quoi. Au lendemain de la réunion avec le Premier ministre, le délégué de Force ouvrière encaisse mal l'accord signé entre ArcelorMittal et le gouvernement. Un document succinct, remis au syndicat 5 jours après sa validation par Jean-Marc Ayrault. On lui a bien expliqué, c'était l'occasion, que tout ce qui était sur le papier, là, c'était que du vent. Il n'y avait rien de réel. Et en fait, M. Mittal, aujourd'hui, l'intention, il l'avait, et aujourd'hui, il va pouvoir le faire, c'est-à-dire d'arrêter notre site de Florange, de garder la filière automobile, et le reste, tout est compromis aujourd'hui. Le gouvernement a cédé pour vous? Bien sûr qu'il a cédé. Quelque part, on avait une chance incroyable d'avoir un repreneur qui tenait la route. Et laisser échapper cette chance, c'est perdu. Et là, on va le regretter, nous, et certainement le gouvernement aussi. Mais vous vouliez réagir, et par ailleurs, on a souvent employé le terme, notamment pour justifier la nationalisation, ou pour l'accompagner, en disant ce site est stratégique. Moi, je veux bien qu'on m'explique en quoi il est effectivement stratégique. À la fois par son positionnement géographique, à la fois parce que c'est un site intégré, qu'il y avait le chaud et le froid, que les deux sont étroitement liés. Je rappelle aussi que c'est Mittal qui ne voulait pas vendre les hauts fourneaux, il ne voulait pas vendre le site en l'intégrale. Il veut fermer les hauts fourneaux. Là-dessus, il a gagné. Conserver la possibilité de refaire fonctionner les hauts fourneaux, c'est 8 millions d'euros par mois, le strict entretien. C'est la partie bas de gamme, le haut oui, fourneau. Oui, d'accord, mais c'est 8 millions par mois, parce que Mittal, en plus, tout le monde a le souvenir, en France, comme en Belgique, comme ailleurs, qu'en général, les engagements qu'ils prennent, ils ne les respectent pas obligatoirement. Sur Gandrange, quand ils ont fermé, ils disent on va investir 320 millions sur Florange. On les a jamais vus, ces 320 millions. Alors c'est stratégique, à la fois pour maintenir c'est plus ce que c'était avant, c'est évident, une filière stratégique de sidérurgie dans notre pays, sur le froid, etc. Oui, effectivement, ils ont des produits intéressants, des produits innovants, etc. Veulent continuer, qui veulent continuer. Oui, mais je vous rappelle aussi que pendant la campagne électorale, on avait dit qu'une entreprise qui ne voulait pas céder un site tout en voulant le fermer, on prendrait une disposition législative. Ça, on n'en parle plus non plus. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'espoirs qui ont été portés dans la tête des salariés à juste titre. Aujourd'hui, on dit, on nous a raconté des bobards, quoi. Ça fait des semaines qu'on nous raconte des bobards. Alors, est-ce qu'on collerait un truc d'avenir sur un truc dépassé? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moyennant des investissements, ça peut se faire. Non, mais l'idée, c'est que quand vous prenez... C'est techniquement tout n'est pas au point encore techniquement, si j'ai bien compris. Certains disent, maintenant, j'en sais rien, moi je suis pas un spécialiste de ces questions. Certains disent, oui, mais on n'a pas fait les efforts nécessaires. Ça ne ferait pas vivre les hauts fourneaux pour autant. Si, c'est avec les hauts fourneaux, avec des modifications. Ils deviennent propres, et compte tenu des contraintes... Mais ils ne deviennent pas propres par l'opération du Saint-Esprit, même ou de Vishnu en ce qui concerne Mittal. Ils deviennent propres avec cette technologie qui les rend du coup compétitifs par rapport aux technologies polluantes qui, elles, sont pénalisées par les taxations qu'on va imposer sur les émissions de carbone. Et donc, du coup, vous avez un acier qui, lui... un acier qui prend une plus-value, notamment en termes de retour. Dès l'instant où vous polluez moins, par exemple, vous pouvez revendre vos permis d'émission, etc., ce qui fait que vous gagnez de l'argent. Bref, quelque part, votre acier devient plus rentable. Même quand les hauts fourneaux ne tournent pas, Mittal gagne de l'argent, parce qu'il revend ses quotas de CO2. Mais, alors ça, c'est un autre sujet. Ah oui, très important dont on ne parle pas. Il gagne de l'argent, y compris quand il ne tourne pas. Parce qu'il peut revendre ses quotas. Expliquez-nous ça, parce que ceux qui nous écoutent, ils doivent être stupéfaits. Gagner de l'argent sans travailler, on a tous essayé de le faire. Une des raisons pour lesquelles on pense que Mittal ferme des hauts fourneaux en Europe, c'est qu'il les ferme pour aller ouvrir des hauts fourneaux ailleurs.
profiter, si vous voulez, de ces fameux permis d'émission. Les fameux droits à polluer. Voilà, en gros, les fameux droits à polluer, pour aller polluer tranquille, en fait, pour aller produire dans les pays où il va pouvoir tranquillement polluer sans être embêté. Taxé. Ils ne sont pas la Finlande et la Suède, et voilà. généralement. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, il y a aussi ce sujet, mais qui a jusqu'à maintenant, effectivement, n'avait pas été beaucoup abordé, mais qui est une des clés, sans doute, de la stratégie de Mittal pour sortir. Vous avez, en gros, les entreprises ont un droit à polluer en stock, et si elles n'utilisent pas tout le quota, elles peuvent revendre sur le marché et donc faire de l'argent. Donc Mittal fait de l'argent quand les hauts fourneaux ne tournent pas. Et donc, non, mais je n'ai rien contre la nécessité d'avoir une réflexion par anticipation. D'ailleurs, pour ça qui a été mis en place sous le précédent gouvernement, et ça continue, la notion de filière industrielle, de réflexion, c'est indispensable. Là, sur le dossier, dans le court terme, en tous les cas, les syndicats ont décidé de poursuivre les actions à partir de lundi. Sur Florange, ça c'est le premier élément, et ça c'est évident. Et puis moi je le dis tout à l'heure, mais ça va rester, ça va être le sparadrap du capitaine Haddock pour le gouvernement, ce dossier. Ils veulent se le coller pendant un bon bout de temps, parce que c'est à la fois ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, c'est aussi sur la méthode, c'est aussi sur les dysfonctionnements, c'est aussi sur des promesses ou des engagements qui ne sont pas tenus. Ça fait quand même un sacré paquet, quoi. Politiquement, ça va. Vous choque, vous, qu'on puisse raffiner du pétrole iranien dans une usine française? On est quand même sur un dossier géopolitique qui n'est pas mineur. La relation avec l'Iran, les tensions, enfin je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais les tensions internationales, voire des menaces éventuelles de conflit, on n'est quand même pas sur un dossier mineur. Je veux dire, question industrielle de ce type ne peut pas non plus effacer tout le reste. Ça, moi, je conçois que c'est pas aussi évident que ça. La différence avec Florange, c'est que là, ils sont prêts à vendre. Là, il faut trouver à Florange, Mittal ne voulait pas. Ce qui n'était pas le cas. Mittal, il a bloqué, il a gagné là-dessus. Bon. Parce que là, ils sont prêts à vendre. Ce qu'il faut, c'est trouver un repreneur. Mais là encore, vous savez, y compris dans la tête des salariés, depuis des mois que ça dure, l'incertitude, l'angoisse, on va en sortir, ah, Libyen, bah non, Libyen, ça marche plus, maintenant, Iranien, etc. Enfin, il y a de quoi faire une dépression. Enfin, je dis ça avec mes mots, mais c'est très dur, etc. Il faut trouver une solution là aussi le plus rapidement possible. Mais en même temps, eux se battent à juste titre pour défendre leur outil de travail. Et c'est vrai, il faut un investissement sur le site, ça, on est d'accord. Mais ils se battent pour défendre leur outil de travail et leur emploi. Le problème, à chaque fois aussi qu'on a des disparitions de ce type, au-delà de l'aspect structure industrielle d'un pays, qui est essentiel, c'est aussi, on n'est pas sûr de retrouver du boulot derrière. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas sûr de retrouver du boulot, qui plus est dans le contexte actuel. Non, Nicolas Bouzou, moi je vous rappellerai que les nationalisations de 82-83, ça a donné lieu à des privatisations et des suppressions d'emplois. Et bien souvent à l'époque, l'État a restructuré, fait les diminutions. Voilà, donc, il le faisait pour ça, pour diminuer l'emploi en quelque sorte. C'était très différent. On sait très bien ce genre de situation aussi. Mais je le redis. Oui, non, mais je redis quand même que, bon, là, dans le cas présent, nous, on considérait que c'était justifié, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et je rappelle que quand la crise éclate financière, quand le Royaume-Uni nationalise les banques parce qu'elles se cassaient la figure. Personne n'a hurlé. Mais là, vous êtes sur un risque, vous êtes sur ce qu'on appelle un risque systémique. C'est la maison qu'elle est tombée. Non, mais Ishkavi, ok, mais à l'époque, les capitalistes ils disent bien, venez l'argent de l'État, venez l'endettement. Bon, quand même, là, ça les choque pas la nationalisation. Quand même, je fais remarquer. Vous avez raison de faire remarquer. C'est pas la même chose. C'est de l'argent public aussi, attendez, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je veux dire, c'est pas le principe de la nationalisation, je le dis, peut se justifier économiquement. Donc je suis d'accord avec ça. Mais simplement, il faut c'est évident. De garantie, voilà, extrêmement clair, parce que l'argent public n'est pas illimité. J'en reviens quand même à Petroplus. Qu'est-ce qui se passe le 15 décembre si on n'a pas trouvé de repreneur? Ça veut dire. Shell ne fournit plus. Non. La raffinerie s'arrête. C'est un risque, oui, bien sûr. C'est un risque sérieux, oui, bien sûr. À tout moment, il n'y a pas de repreneur. Enfin, il y a eu des pistes, etc., mais il n'y a pas de repreneur. Le risque, effectivement, s'il filait, il n'y a pas de repreneur et qu'il n'y a pas de volonté de reprendre là non plus, le risque, c'est la fermeture, bien entendu. Une raffinerie. Est-ce que vous êtes inquiet, Jean-Claude Mailly, pour ce secteur? Oui, c'est pas nouveau d'ailleurs. Oui, on est inquiet parce que moi, je suis d'accord, il y a un problème conjoncturel, notamment pour les constructeurs français, la crise en Espagne, la crise en Italie également, fait chuter le nombre de ventes de véhicules, ça c'est évident. On voit déjà les problèmes que l'on a. PSA, on en a déjà parlé dans cette émission. Renault, quand Renault dit en France, vous devez accepter telle chose parce que les Espagnols l'ont accepté. Et quand je discute moi avec les Espagnols, ils nous expliquent qu'on aura fait pression par rapport aux Roumains. On est déjà dans ce cycle-là. Alors il y a le problème qu'on rencontre, il y a du chômage technique, etc. chez les constructeurs, mais il n'y a pas que les constructeurs. Je veux dire, il y a aussi toute la filière, tous les sous-traitants dont on ne parle pas toujours. Et on a un problème en France qu'on n'a jamais
jamais réglé notamment dans ce secteur-là, de filière automobile, quoi, entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants, et à tous les niveaux. Hein, et là, ça morfle aussi sur le plan de l'emploi. Oui, c'est un secteur auquel on est très inquiet, oui, tout à fait. Vous que Mittal était impressionné par Hollande et le gouvernement français? Non. Apparemment. Non. Non, bah, la preuve, hein, la preuve, puisqu'il a obtenu ce qu'il voulait, Mittal, quand même, dans l'affaire, hein, sur tous les plans. Non, mais je pense qu'une entreprise comme Mittal n'est pas impressionnée par un gouvernement. C'est une multinationale. Le problème d'un gouvernement, que ce soit le gouvernement français, le gouvernement belge, le gouvernement allemand, c'est pas leur problème. Donc une multinationale comme Mittal a, globalement, dans un dossier comme ça, beaucoup plus de pouvoir que n'importe quel gouvernement. Ah oui, oui, mais là, les faiblesses qu'on a, on les a au niveau européen, voire au niveau international. Les gouvernements, les faiblesses qu'ils ont, c'est au niveau européen et international. Les syndicats en général se penchent-ils sur des solutions de réorientation des salariés de l'industrie? Vous faites ce travail, pardonnez-moi, je sais que c'est pas facile parce que ça vous fait dire deux choses, cette question, Oui, c'est intéressant. Ça vous fait dire, est-ce que vous acceptez qu'il y a des stades de réindustrialisation contre lesquels on ne pourra pas aller? Un, et on peut dire que c'est courageux de le dire, mais on pourrait comprendre que vous ne souhaitiez pas le dire aussi. Deux, est-ce que vous pensez à leur avenir? Est-ce que vous les aidez à préparer ça? Bien sûr qu'on pense à ça. Enfin, historiquement, quand les mines ont fermé, on a travaillé en amont, etc., pour y gérer, y compris syndicalement, y compris, on a négocié à l'époque pour gérer la fermeture des mines. C'est une évidence à un moment donné. Donc on est bien conscient qu'une industrie évolue, certaines industries peuvent avoir des difficultés, etc. Le problème, c'est que bien souvent dans notre pays, on n'anticipe pas assez les choses. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est aussi, deuxième aspect, on doit améliorer les choses, y compris en notion de filière, de travail sur la stratégie industrielle. Ces dernières années, trop longtemps, les gouvernements ont considéré que l'industrie, c'était plus leur problème. Hein, c'était l'affaire du marché. Or, le marché, c'est du court terme, c'est pas du moyen et du long terme. Là, l'État doit avoir un rôle en matière de stratégie industrielle. C'est les filières qui existent, la Conférence nationale de l'industrie. Ça va effectivement dans le bon sens. Hein, mais en même temps, il faut conserver l'industrie. Un pays sans industrie, c'est fini. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous ne dites pas il faut qu'on nationalise à tout bras. Vous êtes en train de nous dire le rôle de l'État, c'est non pas tant de jeter sur chaque dossier, mais c'est de créer un écosystème en quelque sorte, dans tous les sens du terme, favorable. Bah oui, mais c'est pas la même vision. L'État doit. Non, mais le rôle de l'État dans le domaine industriel, c'est d'amener sur une stratégie, d'amener sur des réflexions à moyen et long terme, de faciliter les choses, etc. Hein, sinon, si on laisse tout marcher, on voit ce que ça donne. Hein.